Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire. Je suis Amandine Perjot, responsable communication du CNDB. C'est un webinaire que nous vous proposons aujourd'hui sous la thématique les ouvrages éphémères en bois, organisé pour France Bois 2024 par le CNDB, donc représenté aujourd'hui par moi-même et par Sarah Laroussi. Pour un petit rappel rapide, France Bois 2024 est une structure qui a été créée à l'initiative du comité stratégique de la filière bois, donc le CSF, et puis soutenu et financé par le Codifab et France Bois Forêt. On aura une petite introduction tout à l'heure sur France Bois 2024 pour tout savoir. Concernant les intervenants, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir trois professionnels qui vont pouvoir nous présenter leur approche des ouvrages éphémères en bois, mais également nous présenter tous les ouvrages qu'ils ont déjà pu réaliser. Donc, on va avoir la présentation de Thomas Charmasson, président de l'entreprise Menuiserie Charpente Roux, Gilles Gauthier, architecte, mais également Christophe Aubertin, architecte dans le collectif Studio Lada. Mais bien sûr, avant de commencer, de découvrir ces trois présentation, on vous laisse avec une petite introduction de Georges-Henri Florentin, président, et Marie Joriot, coordinatrice de France Bois 2024, pour vous présenter cette structure. Merci Amandine. Bienvenue à tous et ravi que vous soyez si nombreux avec nous. C'est une opération qu'on avait prévue avec nos collègues du CNDB. On avait prévu plusieurs dates et puis avec les événements qu'on connaît, ça avait été reporté, mais enfin, on la lance. France Bois 2024, c'est une petite entité qui a 2 ans et demi d'expérience, d'action, on a la faiblesse de penser. Et en fait, nous ne sommes qu'un outil de notre filière. Notre filière est coordonnée avec un comité stratégique de filière au sein de France Industrie, comme toutes les filières stratégiques françaises ont. Et elle est présidée par, donc vous connaissez, mais c'est Luc Charmasson, on aura Thomas tout à l'heure. Et en fait, il y a 4 projets structurants qui ont été fixés à notre filière, et en particulier ce qui vous est mis sur le slide, de réaliser de façon la plus exemplaire possible les équipements et bâtiments des Jeux Olympiques, et de le faire avec 50% de bois français, c'est notre objectif. Alors, dans certains ouvrages, il y en aura un peu plus, dans d'autres, il y en aura un peu moins. Mais quelque part, c'est un démonstrateur. L'objectif de la filière est de montrer qu'en un temps limité, donc unité de temps, en un lieu limité aussi, notamment sur le village olympique ou le village des médias, eh bien, la filière va pouvoir se mobiliser et réaliser plus que ce qu'on a l'habitude de voir en proportion de matériaux dans les bâtiments actuels. Alors, en fait, la filière s'est regroupée avec ces 2 entités que sont France Bois Forêt et le Codifab. Amandine, tout à l'heure, les citait. Et donc, nous avons une organisation avec un comité de pilotage où toutes les organisations professionnelles ou presque de la filière forêt-bois sont représentées depuis l'amont avec les sieurs, la FNB, jusqu'à la Fédération française du bâtiment, en passant par les industriels. Donc, c'est un des exemples d'actions solidaires et de grands projets, comme vous en connaissez d'autres au travers des livres bois sur les bâtiments de grande hauteur. Alors, on a en gros 3 types d'actions. Des actions qu'on appelle volet technique ou volet d'appui auprès d'un certain nombre d'acteurs. Donc, les appuis, c'est principalement, et dès le début, l'appui aux décideurs, promoteurs, maîtres d'ouvrage. Donc, on cite avec beaucoup de joie la Solidéo, qui est responsable du village olympique en termes de construction, qui est responsable du village de médias, mais aussi, et là, on amplifie nos actions. Et d'ailleurs, une partie de ce qui vous sera présenté à cet objectif-là, objectif d'aider Paris 2024, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, à réaliser tous les équipements, ce ne sont pas tous des bâtiments, il y a des bâtiments temporaires, mais aussi d'autres maîtres d'ouvrage comme le Conseil général, la ville de Paris, etc., et les partenaires comme les ESS. Alors, pour ces acteurs, nous avons assuré des informations, et toutes ces informations, vous les retrouvez sur notre site francebois2024.com. Ce sont tout ce qu'il faut savoir dans le domaine de la construction à partir du bois. Ce sont aussi des informations sur les différents professionnels qui se sont mobilisés, et c'est aussi une de nos actions importantes de communication, d'accompagnement de nos professionnels. Un certain nombre sont présents ici et vous verrez des réalisations. Certains vont s'exprimer et on redit, et Marie vous redira certainement en conclusion, qu'il est important pour ceux d'entre vous professionnels qui avaient des innovations, qui avaient des réalisations, notamment dans le domaine
de notre journée, de notre matinée d'aujourd'hui, c'est-à-dire les équipements temporaires, tout ce qui tourne autour des podiums, des petits bâtiments, des stands, des gradins. Alors, nous avons fait une importante étude avec le CNDB hein, qui est en ligne et qui montre ce que les professionnels français peuvent faire. Mais il y a d'autres éléments, on les évoquera aujourd'hui, et n'hésitez pas à nous, à nous les présenter de façon à ce qu'on puisse les relayer. Alors, dans la communication, il y a des éléments comme des newsletters. Tout à l'heure, Sarah, tu parlais celle du CNDB. Nous organisons aussi ce qu'on appelle actuellement des meet-up pour regrouper les gens qui ont besoin de communiquer avec des maîtres d'ouvrage ou bien des maîtres d'ouvrage ou des décideurs qui ont besoin d'avoir des contacts avec des professionnels. Et nous avons un volet important qui est celui de la formation, puisque comme France Bois 2024 est un démonstrateur, un laboratoire de ce que sera la construction bois, mais surtout une opération qui va avoir beaucoup d'impact médiatique, de s'assurer que eh bien, nous aurons bien les charpentiers, on n'a pas d'inquiétude là-dessus, les chefs de chantier, et surtout que aussi les questions de logistique soient bien réglées dans cette opération-là. Donc nous travaillons aussi et avec le CSF sur ces parties-là, avec là aussi des documents. Et on vient de boucler avec nos collègues des bureaux d'études, hein, IBC, un guide sur les études en PAC-EXE. Et ce sont des éléments qui sont actuellement en cours de diffusion et vous les retrouvez dès qu'ils sont validés sur nos sites. Donc vous aurez aussi bien des éléments sur le feu dans la construction des bâtiments des Jeux Olympiques que des éléments sur ces équipements temporaires. Alors, on a bien sûr, peut-être le slide suivant. Voilà, donc vous avez notre newsletter où on cite les différentes actions au fur et à mesure de leur réalisation et on relaie aussi des messages de l'ensemble de la filière puisque nous ne sommes qu'un des outils de la filière. Peut-être qu'on peut passer aussi au slide suivant. Voilà, alors où en sommes-nous actuellement? Donc sur le village des athlètes, nous avons eu des succès puisque sur les 315 000 mètres carrés qui vont constituer ce village, pour les bâtiments de moins de 28 mètres, à peu près la moitié seront en structure bois. Alors, on espérait bien sûr peut-être un peu plus, hein, mais de ce côté-là, on a, disons, 50% qui seront en structure bois. Sur les bâtiments de plus grande hauteur, eh bien, nos collègues et partenaires, puisqu'on travaille en mixité, collègues du béton, ont fait un assez bon résultat sur les structures. Par contre, une très grande majorité des façades seront en bois, pas forcément sur le revêtement, mais sur la structure secondaire des façades, puisqu'on espère avoir 88% de ces façades qui seront en bois. Et sur le village des athlètes, on est raisonnablement optimiste sur l'objectif de 50% de bois français. À savoir que l'ordre de grandeur actuellement estimé des volumes de bois serait de 30 000 mètres cubes à peu près. Et donc, c'est un pourcentage qui est supérieur à la moyenne des bâtiments de ce type-là au niveau national. Alors, des résultats aussi emblématiques, hein, comme le Grand Palais éphémère, hein, qui se tient au Champ de Mars, avec l'architecte Villemotte sous la maîtrise d'ouvrage de J.L. Evans et l'entreprise Matisse. Et certains d'entre vous, les Parisiens, ont pu voir les structures qui vont bientôt être cachées. Donc, profitez-en, comme on le dit, hein, dans cette période, pour aller, si vous le pouvez, vous promener aux heures acceptées. La Tour Eiffel, bâtiment en acier, a été construit sur une structure bois. Et là, on a levé les arcs on a levé les arcs du Grand Palais éphémère sur une structure acier. Donc, il y a une espèce, à plus de 100 ans de décalage, une espèce de réponse sur cette mixité des matériaux. Le centre aquatique olympique, hein, les deux piscines, et donc là, c'est un projet Bouygues, et là aussi, entreprise que je viens de citer. Mais il y a aussi l'Arena, hein, donc la grande salle de spectacle et de sport qui va avoir lieu, où là aussi, il y aura du bois. Et puis, deux écoles au Bourget avec l'entreprise Mètre Cube. Et c'est aussi un peu l'objectif de cette réunion, c'est de voir là où nous pouvons placer le matériau en grande partie français, dans les ouvrages temporaires. Voilà, donc c'était la fin de cette présentation. Et donc, il m'appartient de remercier alors en particulier l'équipe du CNDB, hein, Amandine qui avait introduit, notre chère directrice Sarah, mais toute l'équipe qui était derrière elle.
Cher Thomas, je vais te passer la parole et Thomas Charmasson, comme sa famille, son grand-père était déjà actif, donc est une famille qui est, comment dirais-je, indissolublement liée à notre filière et dans les réalisations comme dans l'action collective. Nous aurons aussi Gilles Gauthier, ils se présenteront, enfin, Amandine les présentera au fur et à mesure, Christophe Aubertin et puis Marie qui devrait intervenir en conclusion. Et donc, merci de nous avoir rejoints. Utilisez au maximum le chat de discussion et surtout, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes intéressé par participer à cette grande équipe de France des Jeux Olympiques du bois, de façon à ce que vos références figurent bien sur notre site. Nous avons un annuaire et que si vous avez des réalisations dans le domaine qu'on va évoquer, faites-les nous savoir puisque nous transférons à nos collègues de Paris 2024. Certains sont sans doute d'ailleurs en ligne et à l'écoute. Donc, on va laisser la parole à Thomas Charmasson, qui a été déjà bien présenté, donc que je rappelle, le président de l'entreprise Menuiserie Charpentreau, qui va nous présenter ces belles réalisations éphémères en bois. Donc, Thomas, c'est à vous. Donc, bonjour à tous. Donc, je vous présente l'opération que nous avons appelée Opération des plages. Donc, diapo suivante. Donc, cette opération se situe sur la plage et le site connu de Pamplonne, ou plus connu comme la plage de Saint-Tropez. Donc, l'entreprise Roux a donc réalisé différents établissements sur cette plage. Alors donc, comme m'a bien présenté déjà Georges-Henri, pour ma part, donc la famille Charmasson, je suis donc issu d'une vieille tradition, d'une vieille histoire de bois, puisque ça fait 5 générations. Et j'ai donc racheté en 2016 une des plus belles entreprises de charpente-menuiserie de France, qui s'appelle l'entreprise André Roux, qui elle avait aussi une vieille histoire familiale de plus de 150 ans, dont l'histoire récente avec la création en 1954 de l'entreprise André Roux au cœur de la vallée de l'Arve, c'est-à-dire dans la vallée qui monte vers le Mont Blanc. Donc cette société était spécialisée dans la construction de bâtiments et notamment de chalets, a participé notamment à la création de toutes les stations de ski de Haute-Savoie et en l'occurrence la création par exemple de la station d'Avoria. Et donc en 2016, j'ai racheté cette société pour la rapprocher d'autres entités de mon groupe dont je vais vous parler. Et nous avons eu la chance sur ces 3-4 dernières années, d'avoir quelques références importantes, dont notamment la réalisation du plus gros chantier des Alpes, qui était en l'occurrence le Club Med de Saint-Moins, puis ensuite d'un bâtiment R+6 tout en bois à la Clusaz, et enfin, bien entendu, on va parler de l'opération des plages, et enfin, nous venons d'être lauréats pour une des parties de la construction du village olympique Paris 2024 dont nous venons de parler. Donc, slide suivante. Donc, en l'occurrence, l'entreprise est en capacité de fournir ses différents produits: construction bois, chalet, charpente, menuiserie, couverture, murs, manteaux et rideaux, aménagement intérieur, aménagement extérieur. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle un opérateur bois 360, c'est-à-dire qu'on est en capacité de réaliser un clos couvert et un macrolot bois. Slide suivante. Et donc voilà les différents bâtiments pour lesquels nous répondons aujourd'hui, que ce soit des bâtiments tertiaires, des hôtels, des bâtiments publics, des bâtiments collectifs, bien entendu le métier traditionnel qui était le chalet et la maison ossature bois, et puis des marchés de rénovation et d'agrandissement. Diapositive suivante. Et enfin, donc, comme je l'ai dit en préambule, je suis donc à la tête d'une société principale qui s'appelle Alsos et qui détient d'un côté la société Roux, qui est donc une société qui est un opérateur constructeur bois, et de l'autre côté la société JPEN, qui elle est une société industrielle, c'est-à-dire qu'elle a un bureau d'études et elle fait de la conception et de la fabrication d'éléments pour différents charpentiers. Le tout nous porte aujourd'hui comme un des leaders de la construction bois, avec un chiffre d'affaires avoisinant les 40 millions d'euros et un effectif de plus de 200 collaborateurs. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, on est donc basé sur le bassin parisien, la région Rhône-Alpes et le Grand Sud.
Voilà pour la présentation. Donc maintenant pour le chantier en lui-même, l'opération, diapositive suivante. Donc la plage de Saint-Tropez, une des plages les plus connues en France comme dans le monde, avait donc la particularité d'avoir un nombre d'établissements importants qui avaient été construits tout au long des années. Donc depuis la découverte ou plutôt la popularisation, notamment avec Brigitte Bardot, de cette plage. Et donc des établissements s'étaient construits en dehors de toute, on va dire, de tout respect des règles. Et de très gros établissements s'étaient construits sur cette plage. Et donc, l'État a demandé, a imposé enfin au respect de cette loi littérale, d'autant plus que nous sommes sur un site d'espace naturel dit remarquable. Donc, un cahier des charges a été établi pour la destruction de l'ensemble des plages et pour la reconstruction, avec la volonté d'aménager et de mettre en valeur la plage naturelle de Pamplonne afin de reconstituer le cordon dunaire et de permettre une réhabilitation durable tout en respectant au mieux la nature, la faune et la flore. Donc, il nous a été demandé de reconstruire avec des bâtiments dits durables en utilisant des matériaux naturels et avec la particularité qu'une partie des ouvrages devait être démontable. Donc, en fin de compte, il y a deux types de bâtiments sur cette plage. Donc, d'un côté, les bâtiments démontables et de l'autre côté, les bâtiments réversibles. Donc, les bâtiments démontables doivent donc être démontés tous les ans, doivent être hivernés pour la période du 31 octobre au 1er mars et donc remontés pour une durée de 12 ans qui correspond à la durée de concession du concessionnaire. Et ensuite, les bâtiments réversibles sont, eux, construits de manière plus durable, mais par contre, à la perte de la concession, le terrain doit revenir à l'état naturel. C'était donc voilà les contraintes de cahier des charges. Donc ensuite, vous voyez sur la coupe, je vais préciser ensuite pour les architectes. Voilà, donc vous voyez les zones démontables et les zones réversibles. Donc les zones démontables sont les zones qui sont en proximité de la mer et les zones réversibles qui sont plus à l'arrière de la plage. Donc ensuite, le cahier des charges avec donc les différentes impositions, sachant que nous devions utiliser que des matériaux naturels et donc forcément le bois est apparu comme le matériau principal, notamment pour toutes les parties structures et avec l'imposition d'aucune mise en place de béton, que ce soit pour les fondations ou pour tout autre usage. Donc cette opération, donc elle constituait dans la réalisation de 12 établissements et donc notre entreprise a eu la chance d'être choisie pour 4 établissements, dont 3 démontables. Alors notre entreprise a été sélectionnée parce que notamment il y avait une multitude de contraintes qui étaient donc des contraintes en même temps de durée, puisque nous avons eu les commandes au mois de décembre et nous devions livrer les 4 établissements pour le week-end d'ouverture, c'est-à-dire pour le week-end de Pâques. Donc au vu des montants des travaux, au vu de la nécessité de préfabrication et au vu aussi du niveau d'exigence en termes de qualité, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises sur le territoire qui étaient en capacité de répondre à ces contraintes. Et donc forcément, il devait y avoir des entreprises de taille pour pouvoir réaliser ces projets. Donc comme vous pouvez voir, le montant total des travaux, donc 3,5 millions. Donc nous étions quasiment en entreprise générale bois sur cette opération, c'est-à-dire qu'on avait la maîtrise complète et nous avions fait, et donc nous avons réalisé les fondations, la structure, la menuiserie, l'aménagement intérieur. Et vous voyez donc les différentes quantitatifs des réalisations. Et en l'occurrence, la plage que nous voyons ici, c'est la plage de la réserve, que je vais ensuite vous décrire plus particulièrement. Alors, cette plage, elle avait la particularité donc d'être faite pour un palace, donc en l'occurrence pour le groupe La Réserve, qui appartient au milliardaire Monsieur Rébier. Nous avions
comme architecte sur cette opération. Donc d'un côté, un architecte local, en l'occurrence Anthony Hugo, qui est un architecte de Ramatuelle, qui a donc géré toute l'enveloppe et tout le cahier des charges. Et nous avions pour la partie design et architecte d'intérieur, Philippe Stark. Donc du fait de ces contraintes, du fait donc de la contrainte Palace, de la clientèle haut de gamme et des demandes de Philippe Stark, il y a donc tout un cahier des charges particulièrement complexe afin de réaliser l'ouvrage demandé. Donc vous voyez en bas à gauche le plan réalisé par nos soins. Donc on a modélisé l'ensemble des bâtiments en amont. Et ensuite, à droite, le plan demandé par l'architecte. Donc, du fait de toutes les contraintes, nous avons décidé, après différentes réflexions avec notre bureau d'études, de fabriquer en 3D, c'est-à-dire de fabriquer avec des modules reprenant le maximum d'éléments dans nos ateliers, afin de pouvoir répondre à l'intégralité du cahier des charges. Donc cette approche, elle nous permet donc de plus, donc non seulement de pouvoir répondre à la contrainte de temps, mais aussi bien entendu de respecter les exigences environnementales. Et donc vous voyez la livraison d'un module fini sur la photo. Donc vous voyez les différents modules préfabriqués. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons préfabriqué l'intégralité dans nos ateliers, avec notamment, chose assez exceptionnelle, c'est-à-dire que nous avons même mis des revêtements intérieurs, comme des carrelages, comme de la faïence, comme des marbres, avec un niveau de finition et de prestation rarement réalisé, puisqu'habituellement, quand nous réalisons des modules, nous avons d'habitude des finitions classiques, c'est-à-dire plutôt avec des peintures, des linos, mais rarement avec cette qualité et avec ces matériaux. La fabrication et la pose se sont bien déroulées puisqu'on n'a pas eu de variation dimensionnelle lors de la pose, et donc l'ensemble des matériaux, malgré la technicité, malgré le fait notamment de la pose de ces faïences, n'ont pas créé de désordre. Et les modules sont posés sur des pieux vissés métalliques en bois, qui sont uniformément répartis, et ensuite on vient poser les modules sur ces pieux, avec la particularité que ces pieux peuvent être soit dévissés lors de l'hivernage, soit protégés lors de l'hivernage. Voilà pour la partie module. Ensuite, il y avait une partie importante de réalisation de terrasses et d'ombrières, où là, il nous a été demandé différents matériaux, avec bien entendu les contraintes du fait des expositions exceptionnelles, puisque nous sommes au bord de mer, et donc nous sommes allés chercher des matériaux naturellement durables, et nous avons utilisé donc pour cette plage l'essence robinier, qui est aussi appelé le faux acacia, et qui a la particularité d'être un matériau imputrescible, et donc d'être particulièrement adapté à ce type de réalisation. Donc ensuite, vous voyez maintenant la plage de la réserve en phase de réception, avec donc le mélange des différentes essences. Donc les essences bois utilisées étant l'IP pour les revêtements au sol, du red cedar pour les bardages, de l'azobé pour des menuiseries, de l'iroko, moabi, méranti, une multitude de bois exotiques, et aussi quelques bois résineux et quelques essences européennes. Voilà. Et enfin, donc d'autres plages, puisqu'après la réserve, il y avait d'autres établissements. Donc là, un autre établissement qui est la cabane Bambou, où là, il nous a été demandé de travailler avec des bois flottés, comme vous pouvez voir sur la photo à droite, pour la réalisation des ombrières. Voilà, donc l'autre plage, qui est la plage du Byblos, qui est là aussi la plage, qui est aussi une plage pour un palace, en l'occurrence pour le palace du Byblos. Alors là, nous avons fait le choix de travailler avec un bois qui a un procédé donc par un traitement qui s'appelle l'Akoya,
Donc, en fin de compte, on utilise un bois résineux sur lequel, par un process, on vient rendre ce bois quasiment imputrescible. Donc, pour notre entreprise, c'était la première fois qu'on utilisait ce process. Nous avons ensuite apporté un saturateur gris afin de pré-griser l'ensemble des éléments pour apporter ce rendu. Et ce bois, donc, ou plutôt ce traitement d'Iacoya est vraiment particulièrement adapté pour des contraintes exceptionnelles comme ce type d'ouvrage. Et comme vous pouvez voir donc sur la photo à gauche, on voit donc le bar. Et donc cet élément est un module, pareil, intégralement préfabriqué, que l'on monte et que l'on démonte chaque année, et sur lequel nous avons réalisé les menuiseries. Et à droite, l'ombrière qui là aussi est réalisée en Romigné. Et donc, la particularité de ces établissements, c'est que chaque année, nous venons démonter l'intégralité de l'ouvrage avec l'aide d'une grue mobile. Ensuite, tout est mis sur des convois exceptionnels et c'est ensuite hiverné dans nos ateliers. On procède à des, on va dire à des remises à niveau, à un peu d'entretien et on relivre chaque printemps. Voilà, donc c'est la particularité de ces contrats. On a des contrats de 12 ans avec les opérateurs et on suit au fur et à mesure la vie et la durabilité de l'ouvrage. Gilles Gauthier. Gilles, tu es parmi nous? Bonjour, bonjour. Alors, moi, je suis Gilles Gauthier, architecte. Je vais vous proposer deux projets que j'ai réalisés avec Atelier 1517, avec qui je travaille régulièrement. Atelier 1517, c'est un collectif associatif qui regroupe designers, architectes et graphistes, et aussi, bien sûr, menuisiers. Et donc, le premier projet, c'est Bella Ciao, qui est un projet beaucoup plus modeste que ce qu'on a pu voir auparavant. En gros, on a été consulté par un maître d'ouvrage qui a remporté un appel à projet sur l'exploitation et la privatisation du parvis de la gare Saint-Lazare à Paris. L'appel à projet consistait à proposer une restauration rapide sur le parvis de la gare Saint-Lazare, sur la thématique de l'Italie. Et donc, le maître d'ouvrage est arrivé avec son plan et son implantation sur le parvis. Et donc, nous, on a été consultés pour la réalisation de ce container bois pour du stockage et un service bar en lien avec cette restauration. Parce que sur ce parvis, ils avaient implanté Excusez-moi de vous couper. Est-ce que la personne qui a son micro, du coup, d'activer, parce qu'on entend un micro derrière, s'il serait possible de le couper? Il y a des travaux, je pense. Attendez, je vais voir si vous entendez que ça tape derrière ou pas. Oui, c'est ça. On entend un marteau. Je reviens, je vais juste voir. On a la réaction en direct, c'est génial. Excusez-moi, c'est un peu la crise du logement. Merci Gilles. C'est à toi, on t'écoute. Merci. Donc je reprends. Donc ce container à bois, en fait, c'est une solution qui a été envisagée parce que on était en lien avec différentes contraintes liées au site. Parce que ce parvis de la gare Saint-Lazare, donc déjà il y a une pente qui est assez importante, enfin, qui est quand même accessible pour les PMR, donc c'est pas non plus de la montagne, hein. Mais on est sur une dalle et donc on n'avait pas le droit de faire de grutage pour amener certains éléments. Et donc au départ, le maître d'ouvrage avait prévu de mettre du container classique de transport, et sachant qu'ils n'avaient pas les autorisations pour faire du grutage, ils sont venus vers nous pour nous demander de réaliser ces containers en bois. Donc, on est parti sur cette solution en kit, et donc on a dû tout monter sur place à la mano, comme on dit, donc avec des éléments préfabriqués, mais tout assemblé sur place. Et donc, il a fallu
Pardon, excusez-moi. Il a fallu jouer avec une implantation un peu compliquée parce qu'on est sur le long d'un accès avec une bande podotactile qu'il fallait respecter. Et de l'autre côté, on ne voit pas sur les photos, mais il y a du mobilier urbain qui est scellé au sol. Donc on avait vraiment très très peu d'espace pour s'implanter. Donc on a dû jouer au centimètre près, quasiment. Donc on a dû concevoir le projet aussi en peu de temps, parce qu'on a eu 3 mois, je crois, pour le réaliser, entre le jour où on nous a proposé de faire le projet et la réalisation. Il s'est passé 3 mois. Donc ça a été assez rapide. Et heureusement, Atelier 1517 est situé à Aubervilliers. Et donc à Aubervilliers, on a un fournisseur de bois qui s'appelle Union Bois, qui est à proximité des ateliers. Et donc, on a pu réaliser et construire ce container en peu de temps et grâce aux fournisseurs qui étaient à proximité. Donc, on est vraiment dans une construction en circuit court, on pourrait dire, et même en réemploi, parce qu'on a, vu que le budget était assez serré, on a réutilisé des poteaux. Donc, les poteaux, c'est du Douglas et des chevrons aussi, qui avaient servi pour un autre projet de palissade pour des graffeurs, même à l'époque. Donc, on avait un stock de poteaux qu'on avait pu conserver et qu'on a pu réutiliser. Donc, on était vraiment dans une politique de réemploi et de limiter les coûts. Donc, on avait peu de temps aussi pour le monter. On avait 48 heures. Donc, on a installé ça en 2 équipes. On s'est relayé jour et nuit avec les contraintes météo. Et ça s'est bien déroulé. Et donc voilà. Donc après, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est les sections de bois qu'on a utilisées. Donc c'est pareil, vu qu'on avait très peu de temps, on est rentré dans des formats classiques. On a vu avec le fournisseur ce qu'ils avaient. Donc on a pris du bois d'ossature classique, donc tout en Douglas. Et puis après, tout ce qui est connexion, c'est les systèmes de charpente, de connecteurs type étrier, et puis des systèmes en dévêtissement pour pouvoir monter ça assez rapidement. Pour ce qui est des sols, peut-être, non, on n'a pas de photo de l'intérieur. Donc voilà, là sur les photos, on voit la pente qui est avec la déclivité assez importante qui est donc tout ça, c'est réglé par un système de vérinage et de cale. Et donc la partie barre, on la voit à l'avant, à proximité de la gare, c'est avec des auvents. Et plus au fond, donc il y a chambre froide et puis rayonnage pour tout type de denrées alimentaires qui servait aux triporteurs qui étaient disséminés sur la place et qui allaient se stocker et réapprovisionner leur petite restauration grâce à ce conteneur. Donc, au niveau des sols, parce qu'on avait très peu de temps pour les finitions, on est parti sur du contreplaqué filmé, enfin antidérapant. Et donc, comme ça, il y a un étang de surface qui était déjà fini. Pour ce qui est façade, en fait, c'est du thé-beau-pin qui est fixé sur les ossatures à l'aide d'équerres. Et tout ce qui est après finition, le maître d'ouvrage avait engagé un artiste qui était venu faire sa déco sur le container une fois monté. Donc, nous, on s'occupait vraiment de la partie technique et conception. Après, on a eu d'autres matériaux qu'on a utilisés pour alléger, c'était les auvents. On est parti sur du panneau sandwich et voilà, sur une ossature, sur une structure en contreplaqué de boulot. Oui, ça, là, c'est une photo du prémontage et puis donc les plans techniques du Bellacciao. Donc, on avait fait un prémontage à l'atelier pour voir si ça fonctionnait. On avait monté 2 trames, l'une à côté de l'autre, pour voir si tout fonctionnait. On n'avait pas la place de tout monter.
Et donc voilà, là, on distingue bien les ossatures, donc les poteaux en Douglas, les madriers et le remplissage en bois d'ossature, les types 45-120. Là. Et tout ça, c'est très bien monté. Et donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous voyez bien, normalement, j'ai avancé les slides. Oui. Voilà, très bien. Avec un estimatif de poids. Donc ça, ensuite, le projet du mobilier étudiant, donc là, c'est la deuxième résidence que j'avais réalisée pour le groupe Rési d'études. Et donc là, cette deuxième résidence était un peu plus importante au niveau de l'espace. Et ils ont une salle de sport qui est attenante à la cafétéria. Et donc, en fait, la volonté du client, du maître d'ouvrage, c'était de redynamiser l'espace commun de la résidence étudiante qui était très peu exploité. Et donc, ils étaient dans l'idée de voir un mobilier un peu singulier et qui est ouvert sur le coworking, puisque on le voit partout aujourd'hui, même si c'est plus trop adapté malgré la crise. Et donc, l'idée, là, c'était de réaliser 3 micro-lieux dans un lieu, dans un seul lieu. Donc, c'est la clientèle de ces résidences étudiantes, c'est des ingénieurs et des jeunes gens qui sont en école prépa, qui travaillent beaucoup et qui ont besoin de se retrouver pour partager leur savoir, leurs connaissances et souvent ils ont des travaux en commun à réaliser. Donc cet espace doit être un peu multi-activité. Donc là on les voit, sur les photos on le voit pas, mais ensuite ils installeront billard et baby-foot. Mais donc ce mobilier, il a été créé dans l'idée de répondre un peu à la clientèle qui a un certain goût pour la technique, j'ai envie de dire. Et donc, ce mobilier était imaginé comme un mécano, donc fait que d'assemblage mécanique et dans l'idée de réversibilité, c'est-à-dire qu'on pourrait presque enlever des éléments pour alléger la structure ou intervertir certains éléments pour les mettre sur d'autres. Et tout ça, c'est que du bois contreplaqué, donc filmé, ou donc contreplaqué boulot filmé et contreplaqué boulot naturel, qui ensuite a été verni. Et tout est usiné numériquement. Donc nous, après, on reçoit les pièces, il y a juste un léger façonnage, léger ponçage à faire et verni quand c'est naturel. Et ensuite, il n'y a plus qu'à monter le mobilier grâce aux assemblages mécaniques. Et donc ça s'est monté en 2 jours sur site en comptant le transport et tout. C'était assez magique. Le client en a été assez impressionné. Et la contrainte qui était assez importante, c'est que tout devait passer par une porte de 90 de large. Donc c'était une belle opération, assez rigolo. Donc voilà. Donc voilà, là on voit bien les différents types d'extas. Donc il y a les coworking duo avec leur prise intégrée pour qu'ils puissent travailler avec leur ordinateur. Donc on pourrait très bien imaginer un intervertir un des chapeaux, mélanger les matières, tout ça est démontable assez rapidement. Voilà. Donc là on a un petit éclaté pour comprendre le principe. Et voilà, là, c'est l'espace. Donc, il y avait le petit coworking duo, la table tunnel qu'on voit au fond, et ça, c'est l'espèce d'alcôve qui est plus ouverte sur l'extérieur. Donc, il est un peu dans l'idée du cocon et un espace un peu plus intimiste. Voilà, à peu près le vue d'ensemble de ces 2 projets. Et du coup, je vais laisser la parole à Christophe Aubertin qui va du coup nous présenter tous ces ouvrages éphémères en bois. Donc, Christophe, je vais vous donner la main sur les slides si vous voulez en parallèle. Bonjour.
Bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Aubertin, architecte à Nancy. Je fais partie du collectif Studio Lada Architecte. Et donc, je vais présenter des projets en bois, enfin, dans l'hypothèse voilà, des JO 2024 de Paris. J'ai préparé cette présentation, sachant que je me base donc sur le projet de cette halle dont je vais parler après, qui n'est pas tout à fait un ouvrage éphémère, mais bon, je vais vous expliquer. Donc, la première diapo ensuite. Ah oui, d'accord. Donc, cette première diapo, moi, je voulais la mettre. Ça, c'est tout simplement le pavillon suisse à l'exposition universelle de Hanovre en 2000, où Peter Zumthor avait fait un bâtiment magnifique en bois, qui était du bois empilé, des bois très peu transformés, massifs empilés. Et ensuite, donc la diapo suivante, ce bois avait été récupéré pour fabriquer un autre pavillon, un pavillon aussi magnifique à l'Expo 02 en 2002, donc en Suisse, qui était le Globe de la science et de l'innovation. Et donc, il y avait eu cette réutilisation d'un bâtiment, transformation pour en refaire un autre. Alors là, il y a quand même eu une belle transformation des bois, parce que vous voyez qu'on les a cintrés, on les a lamellés-collés. Mais il y avait cette idée de deuxième vie d'un bâtiment qui nous avait tous beaucoup marqué à l'époque. Moi, j'étais étudiant. Donc, voilà. Ensuite, diapo suivante. Diapo suivante. Ça, c'est un autre type de bâtiment éphémère, d'ailleurs qui fait partie de votre plaquette. Je l'ai revu dans la plaquette. C'est le théâtre éphémère de la Comédie Française. Donc, il y avait eu des travaux et donc il fallait un théâtre éphémère. Donc, Florent Richard, Jacques Anglade avaient construit ce bâtiment qui a servi peut-être quelques années, propre à un lieu. Donc, un lieu, il est encastré dans un endroit, donc il a des dimensions bien précises et un usage bien précis. Et donc, ce théâtre éphémère avait servi là. Et ce théâtre, il avait une seconde vie également. Donc, si on voit après, diapo après, il avait été réutilisé, racheté par Genève par l'Opéra des Nations. Et donc, c'était un théâtre des Nations donc, qui, de même, avait servi pendant une durée de travaux en 2015. On voit quand même que le bâtiment avait été transformé. On voit que la largeur, la portée avait été augmentée. Donc, je pense qu'il y avait eu des adaptations. Mais ce bâtiment, il avait eu cette seconde vie. Et ensuite, je n'ai pas eu de précision, mais je crois qu'il est parti en Chine, ce bâtiment, qu'il a été racheté aussi pour devenir un théâtre en Chine. Voilà. Ensuite, une diapo suivante, c'est, je suis tombé dessus par hasard avant-hier, c'est un bâtiment provisoire éphémère qui se greffe sur le skatepark de Genève et qui est en bois et qui offre donc vraiment une forme très particulière qui s'adapte à ce lieu et qui a offert le temps d'un festival, quelques semaines, un abri et un théâtre éphémère. Donc ça, c'est des choses que je trouvais intéressantes et qui me font penser un peu à ce qui va se passer pour les JO. Et je ne sais pas ce qu'est devenue cette structure. Bon, voilà, maintenant j'en arrive à la halle de Ancy. Donc ça, c'est un petit village près de Metz, dans le Grand Est, avec une commande pour une grande halle en bois, 800 mètres carrés environ, une halle polyvalente qui puisse accueillir des activités sportives, dont du volley et du basket, donc une grande hauteur. D'où la grande hauteur de cette halle, c'est 10 mètres, 8 à 10 mètres libres au droit du terrain de volley, donc cette grande hauteur, mais aussi des activités festives, notamment la fête du canard qui a lieu tous les ans dans ce village fin août, où ils louent un chapiteau classique. Et donc l'idée, c'est que cette halle puisse remplacer ce chapiteau. Avec aussi, donc je vais en parler après, ce besoin pour remplacer à l'identique le chapiteau, c'est de pouvoir fermer les façades. Donc, on peut mettre la diapo suivante. Donc, pour fermer les façades, il fallait un dispositif amovible de bâches qui puisse se mettre en place pour fermer les parties ouvertes. Là, vous voyez, de 0 à 3 mètres, c'est ouvert. Et donc, on a des bâches qui permettent de tout fermer sur tous les côtés et d'être dans un chapiteau protégé du vent
et de la pluie totalement. Donc, donc, pour finir sur les usages, c'est aussi un usage de marché, un usage de vide-grenier, un usage de festivité parce qu'il y a une troupe d'art du spectacle dans le village. Donc voilà, beaucoup d'activités. Et donc cette structure qui est très tramée, donc sur une trame de 4 mètres, on a 9 travées de 4 mètres, donc 36 mètres de long, plus des débords, donc on a 38. Et en largeur, en portée, on a 20 mètres. Et un peu plus avec les débords, on doit avoir 22. Voilà, et une structure qui se compose de cette manière, avec des portiques tridimensionnels préfabriqués. C'est une structure primaire en lamellé collé de Douglas, qui a été préfabriquée donc, par Matisse, lamellé collé, donc en Alsace, non loin de chez nous. Et ensuite, ces grands portiques en lamellé collé ont été amenés sur place et ils ont été habillés avec donc des planches de bois massif venues des forêts de la commune. C'est du pin noir. Ça aurait pu être n'importe quoi puisque ces voliges sont protégées, ces voliges ne prennent pas d'effort. Donc là, on peut valoriser tout type de bois. Et dans le village, qui est une petite entreprise qui a obtenu le marché et qui a réalisé donc avec brio cette structure qui finalement avait été particulièrement bien dessinée dans les moindres détails et qui s'est réalisée simplement. Donc on voit aussi qu'on a cette structure en bois qui est rhabillée par du polycarbonate de l'onduline, de chez Onduline, qui vient rhabiller la toiture et qui descend en façade jusqu'à une hauteur de 3 mètres pour ensuite laisser ouvert et prendre le relais avec les bâches. On voit aussi que les pieds, on a décidé de faire le bardage jointif sur les pieds pour éviter des accidents que certains s'amusent à escalader et à monter dans la structure. Donc jusqu'à 2,50 m, 3 mètres, c'est un bardage lisse, donc qui ne permet pas de grimper à l'intérieur. Repose sur 18 massifs en béton. Très simplement, on avait un terrain, on avait une qualité de terrain moyenne, donc je crois que c'est des massifs qui faisaient quand même 1 mètre par 1 mètre en béton, mais ça reste relativement correct. Voici quelques valeurs dimensions, donc 836 mètres carrés couverts total, 38 mètres par 22 mètres. La hauteur en rive, donc ici on est à 6,20 mètres en rive et au faîtage nous sommes à 12,50 mètres. Le temps de fabrication, donc c'est un temps de fabrication de taille. La taille effective c'était 6 semaines je crois chez Matisse. Le préassemblage des modules en gros 4 semaines et vraiment le montage pur et dur peut se faire en 2 à 3 semaines en étant bien organisé. Le budget travaux, c'est quand même quelque chose d'important parce que le budget me semble assez économique et compétitif. Donc, pour les fondations, les cubes, on était à 30 000 €. Pour le grand dallage sous la halle en béton lisse, pour les pratiques sportives, nous étions à 55 000 € hors taxe. Charpente, couverture et bardage, donc la totalité, avec le polycarbonate, la structure primaire, secondaire, les habillages, nous étions à 405 000 €. Tous les dispositifs d'éclairage, électricité, 35 000 €. Et ensuite, les bâches amovibles, on a eu un prix assez compétitif. C'est Nancy Bâches, je crois, qui a eu le marché. Et là, 15 000 € donc pour les bâches. Sachant que c'est des bâches aussi, on a pu choisir une teinte, c'est un beau beige. Ils vont les mettre en place bientôt, mais je pense qu'il y aura aussi une belle allure, même avec les bâches. Donc ensuite, on peut continuer les visuels. Donc voilà un peu cette logique d'avoir ces portiques préfabriqués, donc avec cette logique d'être très fin en pied, très fin en faîtage, mais de grossir à l'encastrement, au rein du bâtiment, pour permettre de stabiliser ce portique. Cette idée aussi, avec ce dessin en triangle, c'est que ces portiques auto-triangulent les façades et le plan de toiture. Donc, on n'est pas obligé de rajouter des éléments supplémentaires pour trianguler ou des éléments aussi qui viennent perturber la lecture.
Donc voilà. Aussi, on a choisi de ne pas avoir de chéneaux de récupération d'eau, mais plutôt d'écarter légèrement les façades en polycarbonate pour laisser couler l'eau sur les côtés tout en l'écartant des pieds. Donc là aussi, c'est une manière de faire de l'économie et de la simplicité d'utilisation en supprimant les chéneaux. Voici donc des étapes de montage sur le site par l'entreprise de Rambure. Donc, ils ont reçu sur place toutes les barres de lamellé-collé. Donc, il y a une première étape que je n'ai pas là, mais où ils assemblent toutes les barres en lamellé-collé et ils créent donc le portique en structure primaire stable. Ensuite, au sol, ils ont fait tout l'habillage en planche à claire-voie, comme vous le voyez, pour ne pas avoir à le faire en hauteur. Ensuite, on peut continuer. Donc, il y a les ferrures de pied aussi qui étaient totalement dessinées, ferrures de pied et de fêtage qui étaient parfaitement préfabriquées. Ici, vous voyez donc les modules unitaires et la manière dont ils les ont assemblés. Donc là aussi, on a choisi on voit que le bardage en claire-voie était monté en préfabrication et qu'ensuite, il restait à mettre le bardage sur les parties intermédiaires et aussi sur les parties en façade et en couverture. Mais si on imaginait aussi une version avec plus de préfabrication, transport et montage sur site, on pourrait imaginer mettre quasiment toute la volige dans un premier temps. Donc, voilà ces étapes de montage. Donc, on voit qu'à partir du moment où on a deux portiques debout, on crée une première table autostable et ensuite les choses viennent s'empiler les unes contre les autres et le montage se fait assez facilement. Vous voyez aussi peut-être là cette poutre horizontale à 3 mètres. Alors, je vois que Amélie Luquin a levé la main. Je ne sais pas si c'est pour poser une question tout de suite ou après, mais… Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vous laisser terminer la présentation. On traitera les questions-réponses juste à la fin. D'accord. Donc, il y avait des contraintes de vent assez fortes sur les façades. Donc, il y a des grandes poutres en lamellé-collé, une grande poutre qui ceinture tout le bâtiment à une hauteur de 3 mètres et qui permet de faire reprendre les efforts au vent sur les systèmes de poteaux. Voilà, on peut continuer. Donc voilà pour la halle de Annecy. On pourra y revenir, on pourra en reparler en détail d'ailleurs avec ceux que ça intéresse davantage. Donc la halle de Annecy, celle d'avant, donc vous voyez que ce n'est pas un bâtiment qui était fait pour être temporaire, démonté, mais on voit qu'on peut très facilement adapter sa préfabrication pour pouvoir faire un ouvrage démontable. Ensuite, je voulais montrer cet autre bâtiment. C'est une petite halle qu'on a fait dans la forêt, plus petite, qui couvre 100 mètres carrés, mais avec un dispositif aussi assez expressif et entièrement en bois massif, avec des planches de 5 mètres de long. Donc, c'est uniquement de la planche de pin qu'on vient donc assembler sur un système dense avec des décalages réguliers et progressifs qui crée cette structure tridimensionnelle et avec ce sentiment un peu organique, très esthétique et qui nous fait cette structure qui s'auto-stabilise de la même manière que la structure de Annecy. Donc ça aussi, c'est des choses qui pourraient être abordées pour des ouvrages de petite dimension. Ensuite, pour continuer, donc la diapo suivante, je crois que c'était juste quelques images justement du montage de cette halle, sachant que cette halle, elle a été entièrement auto-construite, sans entreprise, par des bénévoles et les services techniques du village. Donc, c'est aussi des types de structures qui peuvent paraître sophistiquées, mais qu'on peut réaliser aussi très simplement, même avec des personnes non qualifiées. Donc ensuite, la slide suivante. Il y a aussi dans les projets que je montre une certaine volonté et autant que possible d'utiliser un maximum de bois massif pour des questions éthiques, pour des questions aussi de réversibilité du matériau, d'avoir moins de transformation et aussi de pouvoir valoriser des filières françaises plus facilement, des filières très courtes, des filières très proches.
Ici, c'est une halle de marché dans la ville de Saint-Dizier qui utilise le même système de structure que la petite halle de Bertrichamp que j'ai montré avant. Donc, c'est aussi là des grands chevrons en bois massif jusqu'à des longueurs de 8 mètres qui viennent créer donc, ce plafond, cette structure de charpente. Donc voilà, là on voit qu'on peut couvrir aussi de grandes dimensions. Et ici, on a en gros un poteau, une retombée tous les 10 mètres de structure. Et ensuite, la vue d'après, c'est un gymnase. Donc là, c'est un gymnase aussi qui est en cours de chantier, où de la même manière, on reconstitue de grandes portées de 24 mètres avec du bois massif qui a des longueurs de 5 à 6 mètres. Et donc, on reconstitue ces poutres treillis avec un savant système de nœuds en acier qui nous permet de serrer, de pincer ces éléments. Voilà. Donc là aussi, c'est des systèmes constructifs variés, mais qui pourraient avoir du sens pour des ouvrages autour des JO 2024. Et ensuite, pour continuer, ce que je voulais dire, c'était sur la question de la réversibilité. Pour avoir fait la halle de Annecy, pour en avoir beaucoup parlé, je m'aperçois qu'il y a énormément de communes villageoises, rurales, qui sont très intéressées par cette idée de construire une halle communale sur leur territoire, donc une halle communale polyvalente qui puisse servir à de multiples activités, même engendrer des envies d'usage et pour les habitants. Là, j'ai remis des images de halles traditionnelles, comme on a tous des images en tête, des halles certainement plus pour le marché à la base, mais qui existent et qui créent une place du village couverte. Voilà. Si on continue, j'ai ajouté aussi des halles de villages comme ça qui ont été construites récemment dans les dernières années, qui sont des ouvrages magnifiques en bois et qui ont été construits par des confrères architectes. Pareil, on commence à en voir de plus en plus publiés dans des magazines, mais on voit donc cette halle de Tendon qui est un ouvrage magnifique et donc qui est très utilisée. Moi, j'habite non loin de Tendon et je vois bien qu'elle a beaucoup d'usage. Ensuite, j'ai mis une petite halle en bois de Nao, Jacques Anglade aussi, qui est un ami, donc qui est dans le village de Lamure-sur-Azergue, donc une halle en bois en cœur de village, sur des poteaux en pierre massive et une très belle charpente en bois. Ensuite, une autre halle de Nao, celle-là plus récente à Faverges, pareil, en cœur du village avec une très belle charpente. On continue avec une autre type de halle de Tectonique, avec une charpente magnifique aussi à Marcy-l'Étoile. Donc, voilà. Et ensuite, je crois que c'est ma dernière image. Ouais, c'est ma dernière image sur cette conclusion, c'est qu'il me semble que pour les JO, nous allons avoir besoin d'ouvrages de ce type, des halles en bois pour couvrir des espaces et qui doivent être éphémères, là pour quelques mois. Et je pense qu'il y a réellement des montages à réaliser en partenariat avec des communes. Donc des communes, moi j'en connais beaucoup, ne serait-ce qu'en Lorraine, qui seraient partantes, pour avoir donc une infrastructure qui puisse être ensuite rachetée par une commune et réimplantée sur son village de manière pérenne. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans de l'éphémère, dans du provisoire exact, mais ça nous permet un éphémère plus adapté parce qu'il a deux fonctions à satisfaire, cet usage JO et cet usage du village. Donc, on peut avoir un dessin plus libre et un dessin aussi plus ciblé pour les besoins. On n'a pas de question de stockage, on a un seul transport à gérer. Et je trouve qu'il y a une question de prestige. Je le montrais sur les premiers bâtiments pendant les expos universelles, c'est que ce sont des bâtiments qui vont être vus, qui vont faire sens. Et cette idée que ce bâtiment puisse être réutilisé de manière pérenne dans une commune, je pense que beaucoup y verraient un certain intérêt. Donc voilà, ce que je propose, c'est je veux bien aussi, en tant qu'architecte, et je ne serai pas le seul, je pense, faire le lien entre des mètres d'ouvrage, entre 2 mètres d'ouvrage pour faire ce type de montage.
Voilà, Merci j'ai fini Christophe. la présentation. Alors, on laisse Marie Juriot conclure du coup sur ce webinaire en quelques minutes. Et puis ensuite, on passera en effet, comme le proposait Amandine, aux questions-réponses. J'en ai listé quelques-unes. Ce qu'on fera, c'est qu'on répondra en direct aux questions dans la mesure du possible. Et celles qui n'auront pas été répondues du coup immédiatement le seront par retour de mail. Puisqu'effectivement, donc, la question des ouvrages temporaires, elle est assez atypique. Autant le bois qu'on a dans le village olympique, c'est des bâtiments, de logements, de bureaux, donc on sait faire où on progresse. La question des ouvrages temporaires, elle est tout à fait atypique. Elle sera aussi atypique dans la façon de passer les marchés par Paris 2024, qui est donc le donneur d'ordre pour ces ouvrages temporaires. Donc c'est le gros sujet sur lequel France Bois 2024 va travailler en 2021. Les ouvrages pérennes, notamment le village olympique, ce qu'on a vu en début de présentation, ils vont démarrer leur chantier. Donc France Bois 2024 va continuer son accompagnement technique sur les études et sur les questions de formation. On a aussi tout un volet traçabilité pour garantir la gestion durable et une bonne part de bois français. Et donc, sur ces ouvrages temporaires et le mobilier qui sont prescrits par Paris 2024, on travaille régulièrement, mais de manière de plus en plus rapprochée avec Paris 2024 pour garantir qu'il y ait une quantité honorable de bois dans les ouvrages qui seront commandés, une bonne traçabilité des bois. Et puis la question du réemploi, effectivement, comme le soulignait Christophe, elle est centrale. Donc on va réfléchir là en 2021 à comment on pourrait anticiper cette question et effectivement trouver en amont, mettre en place une plateforme, par exemple, où on va y réfléchir avec vous à la façon dont des collectivités, par exemple, ou d'autres maîtres d'ouvrage pourraient se positionner sur des ouvrages utilisés pendant les quelques semaines des JO 2024. Pour l'instant, les informations qu'on a en termes de planning, c'est que les appels d'offres pour les grandes structures provisoires seront lancés a priori d'ici un an. Alors, c'est essentiellement la photo que vous voyez là, le stade provisoire sur le site Tour Eiffel, ou l'autre site très emblématique, c'est le site de la Concorde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les grandes structures. Et c'est, voilà, merci. Le sujet, c'est bien que le bois puisse se positionner sur des ouvrages pour lesquels on sait faire, comme on l'a vu ce matin, et aussi qu'on puisse positionner le bois sur des éléments, des fournitures sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude de positionner, mais sur lequel ça peut être intéressant, ça a du sens technique, économique, et ça contribue à garantir un bilan carbone faible, puisque c'est ce à quoi les JO de Paris en 2024 se sont engagés. Donc il y a un vrai enjeu pour le bois sur lequel on va continuer à travailler avec vous en 2021. Donc on sera présent à différents événements sous réserve qu'ils aient lieu en présentiel ou en visio, on verra bien. Inscrivez-vous sur l'annuaire, ce qui vous permettra d'être informé. Et n'hésitez surtout pas à nous faire remonter, comme le disaient Sarah et Georges-Henri, vos éventuelles solutions qu'on n'aurait pas encore identifiées et qu'on pourrait communiquer à Paris 2024 en amont des consultations. Voilà pour les prochaines étapes. Merci Marie. J'ai tenu mes 5 minutes. Super, on va passer à la partie questions-réponses sur les 10 dernières minutes. Du coup, Thomas, on avait une question pour toi au sujet du traitement du bois et la classe d'emploi du coup utilisée pour la plage de Pamplonne et ce magnifique équipement en bois que tu as réalisé. Alors, en fin de compte, tous les bois qu'on a utilisés sont soit naturellement de classe 4, voire même de classement supérieur, donc avec des bois exotiques ou des bois type le robinier. Merci Thomas. Christophe, la même question pour toi au niveau du coup des essences et des traitements utilisés pour la halle.
Pour la halle de Annecy, donc la structure primaire en lamellé collé de Douglas, donc on est sur un bois classe 3, donc pas de souci puisqu'on est voilà, c'est conforme à l'usage. Et donc les voliges, c'est du pin noir des forêts communales. Alors là, je pense qu'on est à cheval entre une classe 2 et classe 3 naturelle sur le pin noir, mais bon, on est quand même très protégé. On a des débords de 1 mètre sur toutes les façades. Et il n'y a que les pieds, les quelques planches des pieds qui sont aux intempéries. Donc voilà. Donc on n'a pas de traitement particulier. Super, merci. Et alors, nous avons une question. Alors, je suis désolée, je vais quand même la poser parce qu'elle me paraît intéressante et importante peut-être pour vous deux. Vous avez peut-être la réponse. Au niveau du dépôt de permis de construire, est-ce que c'est différent? Et donc, il y a bien eu un dépôt de permis de construire de manière totalement traditionnelle. Mais par contre, je ne sais pas si pour des petits éléments temporaires, il y a des choses spécifiques. Ça, je ne sais pas, pour ma part. Je pense que Christophe, tu ne sais pas non plus. Après, ça doit dépendre aussi des réglementations de la zone urbaine où on se trouve. Des fois, il y a peut-être des contraintes particulières liées au patrimoine, un secteur historique. Donc là, sur Nancy, j'ai déjà eu le cas où on nous demandait des permis, des déclarations pour des tout petits ouvrages provisoires. Voilà. Et puis, dans le permis de construire, il y a aussi toutes les questions réglementaires, sécurité incendie et accessibilité personnes à mobilité réduite. Donc, je pense aussi qu'on n'échapperait pas à une déclaration de ce type pour bien montrer que tout est conforme et que les pompiers puissent valider, quoi. Voilà. Super. Parfait. Écoutez, merci à tous. Et on vous souhaite à tous une très, très belle journée. On vous remercie de votre participation et on vous dit à très bientôt pour la suite. Merci aux intervenants et puis merci à France Bleu 2024.